9. 1. Les amitiés d'espèces différentes. Fixation de la rémunération. Les matières qui précèdent ont été suffisamment étudiées. Dans toutes les amitiés d'espèces différentes, c'est la proportionnalité qui établit l'égalité entre les parties et qui préserve l'amitié, ainsi que nous l'avons indiqué. Ainsi, dans la communauté politique, le cordonnier reçoit pour ses chaussures une rémunération proportionnée à la valeur fournie, et de même le tisserand et les autres artisans. Dans ce secteur, on a institué une commune mesure, la monnaie, et c'est l'étalon auquel, dès lors, on rapporte toutes choses, et avec lequel on les mesure. Dans les relations amoureuses, l'amant se plaint parfois que son amour passionné ne soit pas payé de retour, quoique le cas échéant, il n'y ait en lui rien d'aimable. De son côté, l'aimé se plaint fréquemment que l'autre, qui lui avait précédemment fait toutes sortes de promesses, n'en remplisse à présent aucune. Pareil dissentiment se produit lorsque l'amant aime l'aimé pour le plaisir, tandis que l'aimé aime l'amant pour l'utilité, et que les avantages attendus ne se rencontrent ni dans l'un ni dans l'autre. Dans l'amitié basée sur ces motifs, une rupture a lieu quand les deux amis n'obtiennent pas les satisfactions en vue desquelles leur amitié s'était formée. Ce n'est pas en effet la personne en elle-même qu'ils chérissent, mais bien les avantages qu'ils en attendaient et qui n'ont rien de stable. Et c'est ce qui fait que de telles amitiés ne sont pas non plus durables. Au contraire, celle qui repose sur la similitude des caractères, n'ayant pas d'autre objet qu'elle-même, est durable, ainsi que nous l'avons dit. Des dissentiments éclatent encore quand les amis obtiennent des choses autres que celles qu'ils désirent, car c'est en somme ne rien obtenir du tout que de ne pas obtenir ce qu'on a en vue. On connaît l'histoire de cet amateur, selon Plutarque. C'est Dénis, le tyran, qui répondit au musicien qu'il avait déjà payé en plaisir, le plaisir de lui avoir fait espérer un bon salaire. Il est clair que le musicien voulait être payé en bon argent et non en plaisir, et qui avait promis à un joueur de sitar de le payer d'autant plus cher que son jeu serait meilleur. Au matin, quand le sitariste réclama l'exécution de la promesse, l'autre répondit qu'il avait déjà rendu plaisir pour plaisir. Certes, si tous deux avaient souhaité du plaisir, pareille solution eût été satisfaisante. Mais quand l'un veut de l'amusement et l'autre un gain matériel, si le premier obtient ce qu'il veut et l'autre non, les conditions de leur accord mutuel ne sauraient être remplies comme il faut. Car la chose dont en fait on a besoin, c'est elle aussi qui intéresse. Et c'est pour l'obtenir, elle, qu'on est prêt à donner soi-même ce qu'on a. Mais auquel les deux appartient-il de fixer le prix? Est-ce à celui dont le service émane? Ne serait-ce pas plutôt à celui qui a bénéficié le premier de l'opération? Car enfin, celui qui rend d'abord service paraît bien s'en remettre sur ce point à l'autre partie. Telle était, dit-on, la façon de faire de Protagoras, quand il donnait des leçons sur un sujet quelconque. Il invitait son élève à évaluer lui-même le prix des connaissances qu'il avait acquises, et il recevait le salaire ainsi fixé. Cependant, dans des circonstances de ce genre, certains préfèrent s'en tenir à l'adage que le salaire convenu avec un ami lui soit assuré. Mais ceux qui commencent par prendre l'argent, et qui ensuite ne font rien de ce qu'ils disaient, à cause de l'exagération de leurs promesses, sont l'objet de plaintes bien naturelles, puisqu'ils n'accomplissent pas ce qu'ils ont accepté de faire. Cette façon de procéder est peut-être pour les sophistes une nécessité, parce que personne ne voudrait donner de l'argent en échange de leur connaissance. Ainsi donc, ces gens qu'on paie d'avance, s'ils ne remplissent pas les services pour lesquels ils ont reçu leur salaire, soulèvent à juste titre des récriminations. Dans les cas où il n'existe pas de convention fixant la rémunération du service rendu et où on agit par pure bienveillance pour son ami, aucune récrimination, avons-nous dit, n'est à redouter. Et de fait, cette absence de tout dissentiment caractérise l'amitié fondée sur la vertu. Et le montant de la rémunération donnée en retour doit être fixé conformément au choix délibéré du bienfaiteur, puisque le choix délibéré est le fait d'un ami et en général de la vertu. Telle est encore, semble-t-il, la façon de nous acquitter envers ceux qui nous ont dispensé leur enseignement philosophique, car sa valeur n'est pas mesurable en argent, et aucune marque de considération ne serait non plus entrée en balance avec le service rendu, mais sans doute suffit-il, comme dans nos rapports avec les dieux et avec nos parents, de nous acquitter dans la mesure où nous le pouvons. Quand au contraire le service accordé ne présente pas ce caractère de gratuité, mais qu'il est fait pour quelque avantage corrélatif, la meilleure solution sera sans doute que la rémunération payée en retour soit celle qui semble aux deux parties conforme à la valeur du service. Et si l'accord des parties ne peut se réaliser, il semblera non seulement nécessaire mais juste que ce soit la partie ayant bénéficié d'abord du service qui fixe le montant de la rémunération, puisque l'autre partie, en recevant en compensation l'équivalent de l'avantage conféré au bénéficiaire,
où le prix librement consenti par ce dernier en échange du plaisir recouvrera ainsi du bénéficiaire le prix justement dû. Pour les marchandises mises en vente, en effet, c'est manifestement encore de cette façon-là qu'on procède. Et dans certains pays, il existe même des lois refusant toute action en justice pour les transactions de gré à gré, en vertu de cette idée qu'il contient, quand on fait confiance à quelqu'un, de s'acquitter envers lui dans le même esprit qui a présidé à la formation du contrat. Dans la pensée du législateur, en effet, il est plus juste d'abandonner la fixation du prix à la personne en qui on a mis sa confiance qu'à celle qui s'est confiée et qui peut-être est victime de son imprudence. C'est que la plupart du temps, le possesseur d'une chose ne lui attribue pas la même valeur que celui qui souhaite l'acquérir. Chacun, c'est là un fait notoire, estime à haut prix les choses qui lui appartiennent en propre et celles qu'il donne. Il n'en est pas moins vrai que la rémunération fournie en retour est évaluée au taux fixé par celui qui reçoit la chose. Mais sans doute faut-il que ce dernier apprécie la chose, non pas à la valeur qu'elle présente pour lui quand il l'a en sa possession, mais bien à la valeur qu'il lui a attribuée avant de la posséder. 2. Conflit entre les diverses formes de l'amitié. Une difficulté est également soulevée par des questions telles que celle-ci. Doit-on tout concéder à son père et lui obéir en toutes choses, ou bien, quand on est malade, doit-on plutôt faire confiance à son médecin et dans le choix d'un stratège, faut-il plutôt voter pour l'homme apte à la guerre, plutôt que pour son père ou le candidat de ce dernier? Pareillement, doit-on rendre service à un ami plutôt qu'à un homme de bien? Doit-on montrer sa reconnaissance à un bienfaiteur plutôt que de faire un don à un camarade, si on ne peut pas accomplir les deux choses à la fois? N'est-il pas vrai que, solution nuancée d'Aristote qui évite une réponse trop péremptoire, pour toutes les questions de ce genre, il n'est pas facile de déterminer une règle précise. Elle comporte en effet une foule de distinctions de toutes sortes, d'après l'importance plus ou moins grande du service rendu, et la noblesse ou la nécessité d'agir. Mais que nous ne soyons pas tenus de tout concéder à la même personne, c'est un point qui n'est pas douteux. D'autre part, nous devons la plupart du temps rendre les bienfaits que nous avons reçus plutôt que de faire plaisir à nos camarades, tout comme nous avons l'obligation de rembourser un prêt à notre créancier avant de donner de l'argent à un camarade. Et même ces règles ne sont-elles pas sans doute applicables dans tous les cas? Supposons par exemple un homme délivré moyennant rançon des mains des brigands. Doit-il à son tour payer rançon pour délivrer son propre libérateur, quel qu'il soit, ou même dans l'hypothèse où ce dernier n'a pas été enlevé par les brigands, mais demande seulement à être rémunéré du service rendu? Doit-il payer? Ou ne doit-il pas plutôt racheter contre rançon son propre père, car on pensera qu'il doit faire passer l'intérêt de son père avant même le sien propre? Ainsi donc que nous venons de le dire, en règle générale, on doit rembourser la dette contractée. Mais si cependant un don pur et simple l'emporte en noblesse morale ou en nécessité, c'est en faveur de ce don qu'il faut faire pencher la balance. Il existe en effet des circonstances où il n'est même pas équitable de rendre l'équivalent de ce qu'on a d'abord reçu. Quand par exemple un homme fait du bien à un autre homme qui sait vertueux, et qu'à son tour ce dernier est appelé à rendre son bienfait au premier, qu'il estime être un malhonnête homme. Car même si une personne vous a prêté de l'argent, vous n'êtes pas toujours tenu de lui en prêter à votre tour. Cette personne peut en effet vous avoir prêté à vous, qui êtes honnête, pensant qu'elle rendra dans son argent, alors que vous-même n'avez aucun espoir de vous faire rembourser par un coquin de son espèce. Si donc on se trouve réellement dans cette situation, la prétention de l'autre partie n'est pas équitable. Et même si on n'a pas affaire à un coquin, mais qu'il en ait la réputation, personne ne saurait trouver étrange que vous agissiez de la sorte. La conclusion est celle que nous avons indiquée à plusieurs reprises. Nos raisonnements concernant les passions et les actions humaines ne sont pas autrement définis que les objets dont ils traitent. Que nous ne soyons pas tenus d'acquitter à tous indistinctement les mêmes rémunérations en retour de leurs services, ni de déférer en toute chose au désir d'un père, pas plus qu'on offre à Zeus tous les sacrifices, c'est ce qui ne fait pas de doute. Mais, puisque ce sont des satisfactions différentes que réclament parents, frères, camarades ou bienfaiteurs, il faut attribuer à chacun de ces groupes les avantages qui lui sont appropriés et qui sont à sa mesure. C'est d'ailleurs ainsi qu'en fait on procède. Aux noces, par exemple, on invite les personnes de sa parenté, car elles font partie de la famille et par suite participent aux actes qui la concernent. Pour les funérailles, ainsi, on estime qu'avant tout le monde, les gens de la famille doivent s'y présenter, et cela pour la même raison. On pensera encore que l'assistance due à nos parents pour assurer leur subsistance passe avant tout autre devoir, puisque c'est une dette que nous acquittons, et que l'aide que nous apportons à cet égard aux auteurs de nos jours est quelque chose de plus honorable encore que le souci de notre propre conservation. L'honneur aussi est dû à nos parents, comme il est aux dieux, mais ce n'est pas n'importe quel honneur dans tous les cas. L'honneur n'est pas le même pour un père ou pour une mère, ni non plus pour le philosophe, pour le stratège,
mais on doit rendre au père l'honneur dû à un père, et pareil à la mère d'honneur dû à une mère. À tout vieillard aussi, nous devons rendre l'honneur dû à son âge, en nous levant à son approche, en le faisant asseoir, et ainsi de suite. En revanche, à l'égard de camarades ou de frères, on usera d'un langage plus libre, et on mettra tout en commun avec eux. Aux membres de notre famille, de notre tribu, de notre cité, ou d'autres groupements, à tous nous devons toujours nous efforcer d'attribuer ce qui leur revient en propre, et de comparer ce que chacune de ces catégories d'individus est en droit de prétendre, eu égard à leur degré de parenté, à leur vertu ou à leur utilité. Entre personnes appartenant à une même classe, la discrimination est relativement aisée, mais entre personnes de groupements différents, elle est plus laborieuse. Ce n'est pourtant pas une raison pour y renoncer, mais dans la mesure du possible, il convient d'observer toutes ces distinctions. 3. De la rupture de l'amitié. On se pose encore la question de savoir si l'amitié sera rompue ou non à l'égard des amis, ne demeurant pas ce qu'ils étaient. Ne devons-nous pas répondre que dans le cas des amitiés reposant sur l'utilité ou le plaisir, dès que les intéressés ne possèdent plus ces avantages, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles se rompent, car c'était de ces avantages qu'on était épris. Une fois qu'ils ont disparu, il est normal que l'amitié cesse. Mais on se plaindrait à juste titre de celui qui, ne recherchant en réalité dans l'amitié que l'utilité ou le plaisir qu'elle procure, ferait semblant d'y être poussé pour des raisons morales, par des raisons morales. Comme nous l'avons dit au début, des conflits entre amis se produisent le plus souvent lorsqu'ils ne sont pas amis de la façon qu'ils croient l'être. Quand donc on a commis une erreur sur ce point et qu'on a supposé être aimé pour des raisons morales, si l'autre ne fait rien pour accréditer cette supposition, on ne saurait s'en prendre qu'à soi-même. Si au contraire ce sont ces feintes qui nous ont induits en erreur, il est juste d'adresser des reproches à celui qui nous a dupés et qui les mérite davantage que s'il avait falsifié la monnaie, d'autant que sa perfidie porte sur un objet plus précieux encore. Mais si on reçoit dans son amitié quelqu'un comme étant un homme de bien et qu'il devienne ensuite un homme pervers et nous apparaisse tel, est-ce que nous devons encore l'aimer? N'est-ce pas plutôt là une chose impossible, s'il est vrai que rien n'est aimable que ce qui est bon, et que d'autre part, nous ne pouvons ni ne devons aimer ce qui est pervers, car notre devoir est de ne pas être un amateur de vice, et de ne pas ressembler à ce qui est vil, et nous avons dit que le semblable est ami du semblable. Est-ce donc que nous devions rompre sous le champ? N'est-ce pas là plutôt une solution qui n'est pas applicable à tous les cas, mais seulement quand il s'agit d'amis dont la perversité est incurable? Nos amis sont-ils au contraire susceptibles de s'amender? Nous avons alors le devoir de leur venir moralement en aide, bien plus même que s'il s'agissait de les aider pécuniairement, et cela dans la mesure où les choses d'ordre moral l'emportent sur l'argent, et se rapprochent davantage de l'amitié. On admettra cependant que celui qui rompt une amitié de ce genre ne fait rien là que de naturel, car ce n'était pas à un homme de cette sorte que s'adressait notre amitié. Si donc un caractère s'est altéré et qu'on soit impuissant à le remettre dans la bonne voie, on n'a plus qu'à se séparer de lui. Si d'autre part l'un des deux amis demeurait ce qu'il était et que l'autre progressait dans le bien et l'emporta grandement en vertu, celui-ci doit-il garder le premier pour ami? N'y a-t-il pas plutôt là une impossibilité? Quand l'intervalle qui sépare les deux amis est considérable, cette impossibilité apparaît au grand jour, comme dans le cas des amitiés entre enfants. Si en effet l'un restait enfant par l'esprit, tandis que l'autre serait devenu un homme de haute valeur, comment pourrait-il être ami, n'ayant ni les mêmes goûts, ni les mêmes plaisirs, ni les mêmes peines? Même dans leur rapport mutuel, cette communauté de sentiments leur fera défaut. Or, c'est là une condition sans laquelle, nous le savons, ils ne peuvent être amis. Ils ne peuvent être amis, puisqu'il ne leur est pas possible de vivre l'un avec l'autre. Mais nous avons déjà traité cette question. Devons-nous donc nous comporter envers un ancien ami exactement de la même façon que s'il n'avait jamais été notre ami? Ne doit-on pas plutôt conserver le souvenir de l'intimité passée, et de même que nous pensons qu'il est de notre devoir de nous montrer plus aimables pour des amis que pour des étrangers, ainsi également à ceux qui ont été nos amis, ne devons-nous pas garder encore quelques sentiments d'affection en faveur de notre amitié d'antan, du moment que la rupture n'a pas eu pour cause un excès de perversité de leur part? 4. Analyse de l'amitié, altruisme et égoïsme, les sentiments affectifs que nous ressentons à l'égard de nos amis. Aristote examine dans le présent chapitre la nature intime de la philia, et c'est là le point le plus important de sa théorie. L'amitié trouve son fondement et son explication dans l'amour de l'homme de bien, pour lui-même. L'égoïsme, mais l'égoïsme de l'individu vertueux, n'est pas essentiellement différent de l'altruisme, qui n'est qu'un déploiement et un transfert de l'amour de soi bien compris, le bien-être d'autrui devenant ainsi un objet d'intérêt aussi direct que l'amour de soi. Toutes les marques qui caractérisent l'amitié à ces différents stades
se retrouve dans le sentiment que l'honnête homme éprouve pour sa propre personne, ou plus précisément pour la partie la plus excellente de sa nature, à savoir la partie intellective de son âme, le nous. L'intellectualisme d'Aristote se manifeste ici une fois encore, et on peut considérer la philia comme l'utilisation sociale de la phronésis. On comprend dès lors la place que la philia occupe dans le traité. Elle est un passage de la sagesse pratique à la sagesse théorétique, qui fera l'objet du 10e livre. Et les caractères qui servent à définir les diverses amitiés semblent bien dériver des relations de l'individu avec lui-même. En effet, on définit un ami, celui qui souhaite et fait ce qui est bon en réalité, ou lui semble-t-elle en vue de son ami même, ou encore celui qui souhaite que son ami ait l'existence et la vie pour l'amour de son ami même. C'est précisément ce sentiment que ressentent les mères à l'égard de leurs enfants, ainsi que les amis qui se sont querellés. D'autres définissent un ami, celui qui passe sa vie avec un autre et qui a les mêmes goûts que lui, ou celui qui partage les joies et les tristesses de son ami, sentiment que l'on rencontre aussi tout particulièrement chez les mères. L'amitié se définit enfin par l'un ou l'autre de ses caractères. Or, chacune de ces caractéristiques se rencontre aussi dans la relation de l'homme de bien avec lui-même, comme aussi chez les autres hommes, en tant qu'ils se croient eux-mêmes des hommes de bien. Hors de la vie générale, ainsi que nous l'avons dit, la vertu et l'homme vertueux sont mesure de toutes choses. En effet, les opinions sont chez lui en complet accord entre elles, et il aspire aux mêmes choses avec son âme tout entière. Il se souhaite aussi à lui-même ce qui est bon en réalité, et lui semble tel, et il le fait car c'est le propre de l'homme bon de travailler activement pour le bien, et tout cela en vue de lui-même, car il s'agit en vue de la partie intellective qui est en lui et qui paraît constituer l'intime réalité de chacun de nous. Il souhaite encore que lui-même vive et soit conservé, et spécialement cette partie par laquelle il pense. L'existence est en effet un bien pour l'homme vertueux, et chaque homme souhaite à soi-même ce qui est bon, et nul ne choisirait de posséder le monde entier en devenant d'abord quelqu'un d'autre que ce qu'il est devenu, car Dieu possède déjà tout le bien existant, mais seulement en restant ce qu'il est, quel qu'il soit. Or, il apparaîtra que l'intellect constitue l'être même de chaque homme, ou du moins sa partie principale. En outre, l'homme vertueux souhaite de passer sa vie avec lui-même, et il est tout aise de le faire, car les souvenirs que lui laissent ses actions passées ont pour lui du charme, et en ce qui concerne les actes à venir, ses espérances sont celles d'un homme de bien, et en cette qualité lui sont également agréables. Sa pensée enfin abonde au sujet de contemplation, et avec cela il sympathise par-dessus tout avec ses propres joies et ses propres peines, car toujours les mêmes choses sont pour lui pénibles ou agréables, et non telle chose à tel moment et telle autre à tel autre, car on peut et tel autre à tel autre, car on peut dire qu'il ne regrette jamais rien. Dès lors, du fait que chacun de ces caractères appartient à l'homme de bien dans sa relation avec lui-même, et qu'il est avec son ami dans une relation semblable à celle qu'il entretient avec lui-même, car l'ami est un autre soi-même, il en résulte que l'amitié semble consister elle aussi en l'un ou l'autre de ces caractères, et que ceux qui les possèdent sont liés d'amitié. Quant à la question de savoir s'il peut ou non y avoir amitié entre un homme et lui-même, nous pouvons la laisser de côté pour le moment. On admettra cependant qu'il peut y avoir amitié en tant que chacun de nous est un être composé de deux parties ou davantage, à en juger d'après les caractères mentionnés plus haut, et aussi parce que l'excès dans l'amitié ressemble à celle qu'on se porte à soi-même. C'est un fait d'expérience que les caractères que nous avons décrits appartiennent aussi à la plupart des hommes, si pervers qu'ils puissent être. Ne pouvons-nous alors dire qu'en tant qu'ils se complaisent en eux-mêmes et se croient des hommes de bien, ils participent réellement à ces caractères? Car enfin aucun homme d'une perversité ou d'une scélératesse achevée n'est en possession de ces qualités, et il ne donne même pas l'impression de les avoir. On peut même à peu près assurer qu'elles ne se rencontrent pas chez les individus d'une perversité courante. Ces gens-là sont en désaccord avec eux-mêmes, leur concupiscence les poussant à telle chose et leur désir rationnel à telle autre. C'est par exemple le cas des intempérants, qui au lieu de ce qui à leurs propres yeux est bon, choisissent ce qui est agréable mais nuisible. D'autres, à leur tour, par lâcheté et par fainéantise, renoncent à faire ce qu'ils estiment eux-mêmes le plus favorable à leurs propres intérêts. Et ceux qui ont commis de nombreux et effrayants forfaits et sont détestés par leur perversité en arrivent à dire adieu à l'existence et à se détruire eux-mêmes. De même encore, les méchants recherchent la société d'autres personnes avec lesquelles ils passeront leur journée, mais ils se fuient eux-mêmes, car seuls avec eux-mêmes, ils se ressouviennent d'une foule d'actions qui les accablent et prévoient qu'ils en commettront à l'avenir d'autres semblables, tandis qu'au contraire, la présence de compagnons leur permet d'oublier. De plus,
N'ayant en eux rien d'aimable, ils n'éprouvent aucun sentiment d'affection pour eux-mêmes. Par suite, de tels hommes demeurent étrangers à leur propre joie et leur propre peine, car leur âme est déchirée par les factions. L'une de ces parties, en raison de sa dépravation, souffre quand l'individu s'abstient de certains actes, tandis que l'autre partie s'en réjouit. L'une tire dans un sens et l'autre dans un autre, mettant ces malheureux pour ainsi dire en pièces, et s'il n'est pas strictement possible qu'ils ressentent dans un même moment du plaisir et de la peine, du moins leur faut-il peu de temps pour s'affliger d'avoir cédé au plaisir et pour souhaiter que ces jouissances ne leur eussent jamais été agréables, car les hommes vicieux sont chargés de regrets. Ainsi donc, il est manifeste que l'homme pervers n'a même pas envers lui-même de disposition affectueuse, parce qu'il n'a en lui rien qui soit aimable. Si dès lors un pareil état d'esprit est le comble de la misère morale, nous devons fuir la perversité de toutes nos forces et essayer d'être d'honnêtes gens. Ainsi pourrons-nous à la fois nous comporter en amis avec nous-mêmes et devenir un ami pour un autre. 5. Analyse de la bienveillance. La bienveillance est une sorte de sentiment affectif, tout en n'étant pas cependant amitié. La bienveillance, en effet, est ressentie même à l'égard de gens qu'on ne connaît pas, et elle peut demeurer inaperçue, ce qui n'est pas le cas de l'amitié. Nous avons précédemment discuté ce point. Mais la bienveillance n'est pas non plus l'amour, n'est non plus amour proprement dit. Elle n'enveloppe en effet ni distension, ni désir caractère qui au contraire accompagne toujours l'amour. Et l'amour ne va pas sans fréquentation habituelle, tandis que la bienveillance prend naissance même d'une façon soudaine, comme celle qui nous arrive d'éprouver en faveur de ceux qui prennent part à une compétition sportive. Nous ressentons de la bienveillance pour eux, notre volonté s'associe à la leur, mais nous les seconderions en rien, ainsi que nous venons de le dire. Notre bienveillance pour eux s'éveille d'une façon soudaine, et notre affection est superficielle. La bienveillance semble dès lors un commencement d'amitié, tout comme le plaisir causé par la vue de l'être aimé est le commencement de l'amour. Nul en effet n'est amoureux sans avoir été auparavant charmé par l'extérieur de la personne aimée, mais celui qui éprouve du plaisir à l'aspect d'un autre n'en est pas pour autant amoureux, mais c'est seulement quand on regrette son absence et qu'on désire passionnément sa présence. Ainsi également, il n'est pas possible d'être ami sans avoir d'abord éprouvé de la bienveillance l'un pour l'autre. Tandis que les gens bienveillants ne sont pas pour autant liés d'amitié, car ils se contentent de souhaiter du bien à ceux qui sont l'objet de leur bienveillance, et ne voudraient les seconder en rien, ni de donner du tracas à leur sujet. Aussi, pourrait-on dire, en étendant le sens du terme amitié, que la bienveillance est une amitié paresseuse, mais avec le temps et une fois parvenue à une certaine intimité, elle devient amitié véritable, et non pas cette sorte d'amitié basée sur l'utilité ou le plaisir, car la bienveillance non plus ne prend pas naissance sur ces bases. L'homme qui a en effet reçu un bienfait et qui a en échange des faveurs dont il a été gratifié, répond par de la bienveillance, ne fait là que ce qui est juste et d'autre part celui qui souhaite la prospérité d'autrui dans l'espoir d'en tirer amplement profit, paraît bien avoir de la bienveillance non pas pour cet autre, mais plutôt pour lui-même. Pas plus qu'on est ami de quelqu'un si les soins dont on l'entoure s'expliquent par quelque motif intéressé. En somme, la bienveillance est suscitée par une certaine excellence et une certaine valeur morale, quand par exemple une personne se montre à une autre noble ou brave, ou douée de quelques qualités analogues, comme nous l'avons indiqué pour le cas des compétiteurs sportifs.